Electronic voice phenomenon is the process by which the dead, through sound and image, communicate with the living through the static and white noise of modern electronic devices. Mythes et complots avec Christian Page. Oh boy, tu me stresses. Tu me stresses, Christian. Sacramouille, c'est quoi cette affaire-là? Là, il y a des bébés qui pleurent, là. Il y a des enfants qui ont peur, qui appellent leur mère. Ben, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Bonhomme 7 heures. Ben oui. Non, mais c'est parce que juste avant, tu as parlé de la loi 101. Donc, d'accord. Excuse-moi. Et donc, c'est ça. Cette semaine, j'ai décidé de répondre. Tu sais, on reçoit beaucoup de courriers. Le courrier du cœur. Oui, des courriers du cœur. Donc, les gens nous... Et évidemment, je ne peux pas répondre à tout le courrier de façon individuelle. Donc, j'essaie de rassembler certaines questions qui touchent les mêmes thématiques. C'est bien. Et donc, cette semaine, j'ai donc décidé de passer un peu au travers ça. Une question qui revient souvent, tu sais, depuis la fameuse émission de Chantal Lacroix sur l'histoire de la table qui bougeait, tout ça. Donc, évidemment, même si l'histoire paraît un peu farfelue, on voit que le sujet de cette communication avec l'au-delà est un sujet qui passionne les gens et on m'adresse souvent des questions à ce sujet-là. Ouais. Et un sujet qui revient, ce sont les EVP. Alors, qu'est-ce que c'est que les EVP? Les érections, c'est ça, M. Mainville, là. Je te sens, là. Dès que Chantal Lacroix s'assoit à la table, la table monte. Ah, ouais, là, donc. Je me dis, il y a quelque chose. Ouais, là, je te sens dur. OK. On va la refaire. On va la refaire, celle-là. Donc, les EVP, donc. EVP, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Electric Voice Phenomenon, c'est-à-dire dire le phénomène des voix électriques. Oui. Ça s'inscrit dans le cadre, disons, d'une sorte de volet qu'on dit transcommunication. Donc, qu'est-ce que c'est que cette transcommunication? C'est l'utilisation d'équipements électroniques, magnétophones, caméras, télévision, pour essayer d'enregistrer des sons, des images qui proviendraient apparemment de l'au-delà. Donc, évidemment, je te donne un... Comme dans Poltergeist. Comme dans Poltergeist, ou encore un film que les gens connaissent bien, qui s'appelle White Noise, qui met en vedette de Michael Keaton. Ouais. Donc, c'est ces enregistrements audio, vidéo de messages qui proviennent de l'au-delà. Ici, immédiatement, je vois déjà sur ton visage cet icisme. Et aujourd'hui, je vais faire entendre aux auditeurs du 98.5 deux exclusivités. Donc, en premier, faut dire que ces enregistrements ne sont pas des enregistrements toujours très clairs. Il ne faut pas s'attendre à en voir un enregistrement avec une voix qui ressemble à celle de Bernard de Rome, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Faut dire que de la façon, on fait un petit cours d'histoire, là, pour revenir un peu en arrière. Okay. Tout ça commence en 1959. Il y a un type qui s'appelle Frederick Jorgensen. Ça se passe en Suède. Il est un ornithologue amateur. Il se trouve dans un parc avec un magnétophone et enregistre des sons d'oiseaux. Lorsqu'il arrive chez lui, il écoute la bande, évidemment, il entend ces oiseaux, mais soudain, il entend comme une sorte de murmure, une voix lointaine qui lui dit « Friedel, Friedel ». C'est le petit nom qu'utilisait sa mère, et seule sa mère s'adressait à lui sous le nom de Friedel. Donc, il reconnaît la voix de sa mère, évidemment, qui est morte quelques années plus tôt. Fredrickson va reproduire cet effet-là, en fait, ces enregistrements, et va obtenir des voix de toutes sortes de gens. Évidemment, on peut toujours se questionner, ce n'est pas fait dans des chambres d'isolation, c'est fait à l'extérieur, et bon, les gens qui sont un peu plus âgés, donc 50 ans et plus, mais tu es proche, Benoît. Donc, les gens, 50 ans et plus, on se rappelle qu'on allumait notre téléviseur, on pouvait entendre, par exemple, le CB d'un taxi qui passait dans la rue. Non. Tu te rappelles pas de ça? Non. Ah, ben, Donc, comme on n'est pas dans des chambres complètement isolées, il est possible que ces enregistrements soient des enregistrements parasitaires provenant d'émissions radio ou encore de walkie-talkie, bon, des trucs comme ça. Donc, ces enregistrements ont commencé avec Fredrickson à la fin des années 50. Dans les années 60, il y a un type qui s'appelle Constantin Raudivé qui, jusqu'à sa mort en 74, va faire pas loin de 100 000 enregistrements de voix de l'au-delà. Évidemment, c'est toujours cette grande question, quelle est l'origine de ces voix? Est-ce que c'est réellement l'au-delà? Évidemment, on pense immédiatement à des enregistrements parasitaires, mais il faut dire qu'au début des années 70, un étudiant de l'université Cambridge avait reçu des sommes d'argent pour étudier ces voix-là. Et ce qui est curieux, c'est qu'un certain nombre, pas toutes, mais un certain nombre de ces voix-là semblent effectivement répondre aux questions des gens qui sont dans la place. Parce que la façon dont ça fonctionne, on se trouve dans un endroit qui a la réputation d'être hanté, on met en marche un magnétophone, par exemple, on peut laisser le magnétophone en marche,
et quitter la pièce, ou rester dans la pièce en posant des questions. Et dans certains cas, lorsqu'il y a ces questions qui sont posées, on a constaté que les enregistrements semblaient faire sens avec les questions posées. Alors, évidemment, si c'était des enregistrements parasitaires, le hasard aurait été tout à fait extraordinaire. Mais évidemment, je ne me prononce pas. Est-ce qu'il s'agit d'une communication réelle avec l'au-delà? Évidemment, la porte reste ouverte. Ce que je vais te faire entendre, le premier enregistrement que je vais te faire entendre, qui est un bel exemple d'un EVP, et je pense que les auditeurs vont bien le réaliser, comment ça peut être parfois difficile d'isoler la voix. Il s'agit d'un groupe d'enquêteurs, des chasseurs de fantômes de la région de Québec, la Société de recherche paranormale de Québec, donc qui est dirigée d'ailleurs par 2 filles, qui ont été enquêtés dans des cas de maisons hantées. Ils ont une approche assez rigoureuse, d'ailleurs, et à un moment donné, ils ont placé un magnétophone dans une pièce, parce que les gens disaient qu'il y avait des manifestations. Ils placent le magnétophone dans la pièce. On a un petit poupon, une petite fillette qui s'appelle Léa, qui est couchée dans son berceau, et les parents et le groupe d'enquêteurs sont dans une autre pièce. Il n'y a dans cette pièce-là que le magnétophone. Et le bébé. Et là, on va entendre une voix, un souffle, on va entendre un bruit de fond, et soudain, dans le souffle, on va entendre quelqu'un qui murmure « Léa ». Et Léa, c'était le nom du petit bébé. Alors, on écoute l'enregistrement. Là, donc, tu vois, tu stresses tout le monde. Ouais. Donc, là, tu vois, Benoît, te déteste. Et tu vois, on a l'impression d'entendre ce Léa. Évidemment, il faut réentendre et réentendre la bande pour entendre ce souffle. Est-ce qu'il s'agit d'une communication avec l'au-delà? Certains diront que oui. D'autres parleront d'un artefact ponctuel apparu sur l'appareil, dû à la bande magnétique, dû à l'appareil lui-même. On ne le sait pas. Mais quand on enregistre des sons semblables à répétition dans un endroit et qu'on peut déchiffrer certains messages et que ces messages semblent faire sens avec les enquêteurs sur place, évidemment, c'est étonnant. Là, Christian Maryse a peur. Oui. Elle est enceinte, là. Oui. Fais pas de niaiserie, là. Non. Hein? Faut avoir un petit garçon stressé, là. Non, il faut pas. Tu peux aller dans le bureau, Maryse. Va-t'en chez vous, même. Va-t'en, profite-en, pars plus tôt, parce qu'il est pas fin, lui. Mais tu vois, il va faire peur jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures. Mais tu vois, dans ce cadre-là, les gens étaient plutôt soulagés, parce qu'ils ont perçu cette voix qui parlaient à leurs poupons. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient, ces gens-là? Pourquoi ils ont fait venir les... Parce qu'ils avaient des manifestations à l'intérieur de leur maison. Donc, des bruits de pas dans des escaliers, des coups frappés dans les murs, donc ce genre et des sensations, l'impression qu'ils étaient touchés par des entités invisibles. Donc, ils ont fait appel à ces gens et ils ont enregistré ce son, ce Léa. Ce n'est qu'un EVP parmi d'autres, mais celui-là était intéressant. Il y en a eu d'autres. Parce qu'il en a eu d'autres. Et ce qui est intéressant ici, c'est parce qu'au moment où la voix va dire sur le magnétophone ce Léa, les gens, le groupe d'enquêteurs, ignorent à ce moment-là que l'enfant s'appelle Léa. Alors, eux, évidemment, vont écouter la bande, et lorsqu'ils entendent ça, vont en parler aux parents, et les parents, lorsqu'on leur fera entendre la bande, vont éclater en sanglots, parce qu'ils ont l'impression, c'est plutôt bénéfique pour eux. Ils auront l'impression qu'il y a une sorte d'ange gardien qui veille sur leur enfant, et qui a murmuré. As-tu entendu sa voix? Oui, c'est sûr que c'est pas... Sacré, moi, elle veut, tu sais, moi, je dormirais pas, là. Elle va te mettre le réveil sur la face, puis essaie de respirer. Dans ce cas-là, évidemment, on pourrait dire, on fait preuve d'imagination, on entend ce Léa, mais il faut faire preuve d'imagination. Mais dans d'autres cas, on a des enregistrements où là, le son est beaucoup plus clair. Et ce que je vais te faire entendre est tout à fait spectaculaire. C'est un enregistrement, tu sais, le transatlantique, le Queen Mary, est taqué à Long Beach, en Californie. Il est là, en fait, depuis les années 60. Et on dit qu'il est hanté. Et les employés qui travaillent sur le navire, en fait, c'est devenu une sorte d'hôtel flottant et restaurant, donc se plaignent de toutes sortes de bruits, d'apparitions. À la fin des années 80, un groupe d'enquêteurs dirigé par William Roll. William Roll est un parapsychologue d'une réputation irréprochable. Il se rend donc sur le Queen Mary, et là, les gens parlent surtout de manifestations à l'avant du navire, dans la proue, assez bas, sur les ponts inférieurs. On dit on entend une sorte de bruit, des voix, des murmures. Et William Roll va placer des appareils audio qu'il va mettre là. Il va enregistrer un certain nombre de sons. Et je vais te faire d'abord entendre ce que l'on va entendre. On va entendre des bruits de métal, des bruits d'eau et des voix, des murmures. Et tu vas voir que dans ce cas-là, et c'est la première fois qu'on l'entend ici à la radio. Ça m'a été remis par William Roll. J'ai fait un court montage. Larry va nous le faire entendre. Et après, je vais te dire ce que le groupe d'enquêteurs ont découvert suite à cet enregistrement. Okay. On y va.
Donc, on entend comme un martelage d'acier, une sorte de bruit, comme une sorte de voix d'eau et des murmures. Maryse est partie, là. Tu le sais. Hein. Lorsque le groupe de William Roll... Mais tu nous assures, là, qu'il y avait personne pour Absolument. faire pas Roger Giguère. Non. Des bruits, donc, là. on a William Roll qui, bien sûr, s'était assuré de mettre des scellés sur les parties du navire où les enregistrements avaient été placés. Il n'y avait personne. Évidemment, je n'étais pas là, tu n'étais pas là, Non. et il y aura toujours quelqu'un pour dire, oui, mais on n'était pas là. C'est vrai. Et c'est tout à fait fondé. Je pense que le scepticisme dans ce cadre-là est tout à fait de mise. Mais on doit aussi retenir que William Roll est un parapsychologue qui œuvre dans le domaine depuis une cinquantaine d'années. Oui, mais s'il est fou, il est fou, là. Non, il est irréprochable. Hein. C'est un individu qui a une approche tout à fait rigoureuse et on n'a rien à reprocher à William Roll. C'est un individu d'une réputation impeccable. Donc, on a cet enregistrement. Ce qui est assez intéressant dans ce cadre-là, c'est à partir du moment où ils ont obtenu ces enregistrements, donc martèlement d'acier, bruit de voix d'eau, murmure, on a commencé à fouiller dans les archives du Queen Mary. Et on a découvert que des archives... Oui? On a découvert... On va le réécouter. On va pleurer pendant la pause. On revient avec Christian Page. OK. Christian Page, ce sont les bruits de... Ce sont des bruits, des enregistrements qui ont été réalisés à la fin des années 80 par une équipe de parapsychologues qui se trouvait à l'intérieur du Queen Mary, qui est à quai à Long Beach, en Californie, et qui a la réputation d'être hantée. L'équipe était dirigée par un parapsychologue de réputation, William Roll, qui bien sûr s'était assuré qu'il n'y avait pas dans la partie en question où les appareils avaient été laissés quelqu'un qui aurait pu provoquer ces enregistrements, provoquer ces bruits. Donc, qu'est-ce que l'on entend? Martèlement d'acier, voix d'eau, murmure, de voix masculine. En fouillant dans les archives à ce moment-là, puisque, il y avait cet enregistrement, William Roll et son équipe ont fouillé dans les archives traitant du Queen Mary. Et il n'y avait rien dans la vie, disons, civile du Queen Mary qui pouvait expliquer ces enregistrements. Et puis, ils se sont tournés vers les archives de guerre. Parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, pendant une courte période, le Queen Mary a été mobilisé par l'armée américaine pour servir de transporteur de troupes. En fait, il prenait des soldats tant en Irlande et en Angleterre qu'il faisait traverser ensuite vers l'Europe. Et là, on a découvert qu'en octobre 1942, alors que le Queen Mary louvoyait dans le canal anglais, donc entre l'Irlande et l'Angleterre, il y avait 2 navires escorteurs de chaque côté. Et à l'époque, il était de mise de faire louvoyer le navire pour l'empêcher d'être torpillé par des torpilles, en fait, de U-boats allemands. Et durant l'une de ces manœuvres, donc on est le 2 octobre 1942, le Queen Mary va en fait tourner trop rapidement et va télescoper l'un de ses navires escorteurs, le Curaçao, et il va y avoir 339 décès sur les 450 membres d'équipage à peu près. Et en fouillant dans les archives donc de guerre, on découvre que l'endroit exact où le navire a ébréché le Curaçao est exactement l'endroit où William Roll avait laissé ses enregistrements et où l'on entend ce martèlement d'acier, voix d'eau et murmure. Coïncidence? Difficile à dire, mais l'enregistrement est là et c'est une anomalie, une curiosité. Évidemment, aux enregistrements audio, oui. Mais quels sont les messages de ces EVP? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous donner les numéros de l'Auto-Québec? Il y a peut-être pas de message, Benoît. C'est-à-dire que dans le domaine de la parapsychologie, il y a peut-être pas forcément de message. Des fois, on a l'impression que des âmes, entre guillemets, tentent de communiquer avec nous. Ouais. Mais à d'autres occasions, on a l'impression simplement de regarder un film qui se reproduit à satiété. Des gens sont dans une maison, ils voient, par exemple, une apparition qui traverse une pièce, ouvre un tiroir, quitte la pièce. Et il va y avoir au fil des ans de nombreux témoins qui vont raconter exactement la même scène, comme s'ils assistaient à une sorte de projection. En fait, il n'y a pas de message. C'est une sorte d'image récurrente qui se reproduit comme ça, sans qu'on sache pourquoi. Et c'est ce que les experts dans le phénomène des hantises appellent un residual haunting, une hantise résiduelle. Il n'y a pas de message. Il y a simplement cette image, comme si, quelque part,
dans une sorte d'éther, on avait un enregistrement qui était reproduit comme ça, de façon répétitive. C'est fatigant en désespoir. C'est fatigant. Mais il faut dire que dans ce domaine-là, on nage en plein mystère. On a beaucoup plus de questions que de réponses et on a un ensemble d'anomalies. Il faut dire qu'aux enregistrements audio, s'est ajouté au cours des 20 dernières années les enregistrements vidéo. Mais là, il faut bien l'avouer, beaucoup moins convaincant. En fait, je vais prendre un exemple, parce que la fraude est toujours possible et la fraude est souvent facile. Je pense que oui. On a eu à la fin... on a eu à la fin des années 80, début des années 90, un porte-parole, en fait, de ces images vidéo, qui était un père franciscain français du nom de François Brune, lequel a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les morts nous parlent ». Et Brune s'est fait un peu le propagandiste de ces enregistrements vidéo. Il est venu ici au Québec, d'ailleurs, faire une série de conférences où il montrait certains de ces enregistrements. Deux de ces images, entre autres, étaient particulièrement litigieuses. L'une d'entre elles montrait la comédienne Romy Schneider. Oh! Et oui. C'est tellement belle. Oui. Et pour les femmes, on sait que son cavalier de l'époque était Alain Delon, qui n'était pas non plus piqué des verres. Oh, lui, peut bien... Donc, Romy Schneider. Qui est morte en 82, oui, au début des années 80. Donc, on avait cette image qui aurait été enregistrée par un groupe luxembourgeois quelques années après. Et on voyait donc une image noir et blanc assez granuleuse, je dirais. C'était assez imprécis, mais on reconnaissait les traits de Romy Schneider. Et donc, le père Brune montrait cette image en conférence, disant, voici, Romy Schneider tente de communiquer avec nous. Mais moi, en revisionnant l'ensemble des images, la carrière cinématographique de Romy Schneider, j'étais en mesure d'identifier très clairement cette image-là comme étant une image provenant du film Des choses de la vie, un film tourné en 1969 et qui mettait en vedette également Michel Piccoli. Donc, il est clair qu'on a ici une image tirée du film qu'on a simplement vendue au père Brune. Le père Brune est un homme, je dirais, honnête. Je connais bien, c'est un homme honnête, mais naïf. Il prend les images, il ne croit pas que des gens puissent le tromper, et c'est là son erreur. Mais il y a pire. Durant cette même série de conférences, il présente une image d'une femme sortant sur une plage quelque part avec un t-shirt blanc. Donc, tu vois une image tout à fait élogieuse dans son corps divin, venu de l'au-delà. Oui. Donc, cette dame sort comme ça, une jolie femme qui sort comme ça sur une plage. Et le père Brune, en conférence, nous dit, évidemment, on est étonné parce que ces images ressemblent évidemment à une plage, ça ressemble à Old Orchard Beach. Ouais. Et on s'étonne que de telles plages puissent exister dans l'au-delà. Et le père Brune ajuste son discours en disant, vous savez, l'au-delà, c'est un peu le prolongement de ce qu'il y a ici sur Terre. On a des plages, des animaux, des bâtiments. Bon, bref, c'est une image, c'est presque le miroir de notre réalité. Mais en montrant cette image-là, à l'époque, le père Brune a fait l'objet d'un reportage à la télévision, à TQS, c'était Caméra 89, je crois. Il fait un reportage pour souligner sa venue au Québec et il présente cette image. Et là, à ce moment-là, il y a un postier de Pointe-au-Pic qui voit cette image-là et se dit, j'ai déjà vu cette image-là quelque part. Il va contacter Louis Bélanger, un peu le père de la parapsychologie québécoise, qui enseigne la parapsychologie à l'Université de Montréal, et va dire à Bélanger, écoutez, je suis sûr que j'ai vu cette image-là. Et en fouillant dans ses archives vidéo, il va retrouver exactement cette image-là, qui provient d'un documentaire qui avait été présenté à Super Écran à l'époque, qui s'appelait The Bikini Story. The Bikini Story. Donc, notre nageuse de l'au-delà n'était qu'une starlette d'un documentaire scandinave. Donc, sur le plan vidéo, puis il nous reste à peine une minute, Christian, sur le plan vidéo, il n'y a rien de convaincant. Non, jusqu'à maintenant, toutes les images qu'on nous a proposées de l'au-delà semblent plutôt très litigieuses, sinon frauduleuses. Et du côté audio? Sur le côté audio, on l'a entendu, des fois des murmures, des sons qui semblent parfois faire sens avec les médias, mais s'il faut rester ouvert, il faut également rester critique et sceptique. Et je pense que ce sont là des anomalies intéressantes, mais qui, surtout, ne nous forcent à pas accepter que nous sommes visités par l'au-delà. OK, bon, merci. C'est vraiment qu'il y a vraiment une obsession. On a beau être sceptique avec ce qui nous arrive après la mort. Ça, c'est simplement humain. C'est la grande question. Ben oui, c'est tout à fait normal. Et à laquelle on n'a pas la réponse. Non, pas encore. Merci, Christian Paul. Je rappelle que l'essence augmente de 13 sous pour aucune maudite raison valable. 1,25 $. Merci. On se reparle demain dès midi. Au revoir.